Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Cécile Cornibert, je travaille au Centre ressources de réhabilitation psychosociale. Soisic Ferron, proche aidante, et Eva Rédois, psychologue, sont à mes côtés et aujourd'hui nous avons les clés du Studio Zest pour ce nouvel épisode du podcast Graines de Réhab, les proches face à l'anorexie mentale. Dans ce podcast, nous découvrirons aussi les témoignages d'une mère et sa fille ayant toutes deux été confrontées à l'anorexie mentale il y a plusieurs années. Nous aurons la chance d'écouter ici un extrait de leur correspondance. Pour commencer, voici quelques repères sur ce trouble du comportement alimentaire. L'anorexie mentale se caractérise par une alimentation insuffisante au regard des besoins physiologiques. Elle est multifactorielle. Elle dépend de facteurs génétiques et psychologiques individuels, en interaction avec des facteurs environnementaux, familiaux et socioculturels. On associe le trouble de l'anorexie mentale à des perturbations de la perception du corps, en lien avec l'estime de soi et un refus de prendre du poids. Et cela, même lorsque le corps est très amaigri. Les hommes et les femmes sont-ils tout autant exposés à l'anorexie mentale ? La réponse est non. En effet, dans le monde, la prévalence de l'anorexie au cours de la vie serait de 1,4% chez les femmes et de 0,2% chez les hommes. Les pays occidentaux ne sont pas les seuls touchés par des prévalences élevées. Elle survient plus fréquemment à l'adolescence et se déclenche le plus souvent entre 14 et 17 ans. Environ 40% des personnes anorexiques présentent des troubles psychiques associés, anxiété, phobie, troubles obsessionnels compulsifs, addiction ou des troubles de la personnalité. Ils peuvent apparaître avec l'anorexie ou être majorés par celle-ci. Il y a tous ces chiffres et il y a les expériences de vie, toujours singulières. J'ai faim, j'ai peur, j'ai faim. Voilà plusieurs jours que je ne veux plus rien savoir de ce que me dit mon corps. Mais il insiste, il parle fort. De retour de Poitiers hier dans la nuit, j'ai avalé un carton d'emballage. Rien n'est plus présent que l'angoissante présence de la faim qui dit le manque dit l'espace, et l'espace le vide, et le vide l'espoir d'être comblé. Faillir m'obsède, renoncer à mon projet d'extinction, perdre la face, revenir à la vie. Reprendre le cours de la vie comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait eu ni mort ni perte, comme si cette lutte de chaque instant pouvait finir, à terre, en terre. À 15 ans et demi, j'ai été folle, j'ai cessé de m'alimenter. J'ai laissé mon dedans se raidir, se fermer, puis s'affaisser, héberger des petites morts, des maladies nombreuses, puis s'effacer doucement. Au lycée, je disparaissais littéralement sous les étreintes. Lorsqu'on me touchait, j'avais mal, mes os criaient, dénudés, à vif. Je me souviens de mes os. La proximité rapproche. Tout geste et toute posture m'étaient douloureux. Je craignais les chaises, les coins de table, les surfaces dures. Je déposais un coussin d'écharpe de manteau sur les chaises de classe. Puis j'avais cousu un coussin gavé de plumes. J'avais cousu mon linceul. Quoique déterminée à disparaître, je guettais aussi les raisons de rester en vie. Ainsi de la détresse dans les yeux de ma camarade Delphine, qui voyait s'échapper tous mes cheveux, alors même qu'elle caressait ma tête pour me faire promettre que je n'allais pas m'en aller avant sa fête d'anniversaire. J'ai tenu bon. Comme je ne pouvais plus marcher plus que quelques minutes d'affilée, elle m'emmenait et me ramenait du lycée en scooter, pour me garder auprès d'elle. Aussi loin dans la nuit que pouvait m'avoir amené l'envie de disparaître, j'aimais ce temps suspendu, la tête dans le vent, Saint-Christophe en fille mourante, les bras tout autour de ma sauveuse. Peut-être le sentiment de la faim nous donne-t-il d'aimer plus ce que l'on vit. Elle, je l'aimais profondément, ma sentinelle, quelle chance j'ai eue que tu ne m'abandonnes pas. Et puis j'ai survécu encore un peu plus, en terminale, phase terminale, ce n'était pas loin, 27 kilos d'eau et d'entêtement. En terminale, c'est la rencontre de l'homme aux 1000 couteaux, qui luttait pour ne pas montrer sa peine devant l'enfant qui ne grandirait pas. Qu'as-tu fait de ta peau ? Où l'as-tu cachée ? Oui, c'est à toi que je m'adresse. Tu crois avoir disparu et ce n'est pas loin, mais tu es là encore, et ta disparition je ne l'accepte pas. Il m'a raconté une version de mon histoire qui m'a touchée, bousculée, remuée, tant que j'allais tenter quelque chose d'unique pour cet homme-là. J'allais rester en vie, mieux, j'allais vivre, j'allais me remplumer, j'allais sortir de mon confinement prolongé, de mon goût de mort. Comme on peut l'imaginer, il n'a pas suffi d'un claquement de doigts. Je m'étais mise en danger, je ne tenais pas debout, mon cerveau n'avait plus d'énergie à brûler.
En un mot, je n'étais ni humain ni objet, mais un drôle d'entre-deux, comme une poupée mécanique, cireuse et désincarnée. On met assez peu de temps à tomber malade et à mourir, en définitive. Vivre, en revanche, c'est long, c'est fastidieux, quand on a perdu l'habitude. Par où commencer ? Redevenir une élève, écrire, vivre et écrire, des histoires, des contes, tout. Après l'effroi et la stupéfaction, ramener ma famille à la vie, à la proximité, m'ouvrir à nouveau, les remercier de ne pas m'avoir livré à des tiers, d'avoir tenu bon. La perspective d'une hospitalisation sous contrainte et d'une alimentation assistée, tout aussi contrainte, c'était trop pour moi. Deuxième plan, revoir du monde, ou même voir le monde, plus simplement. Tomber amoureuse, retrouver de l'ambition. S'alimenter à nouveau, pas trop vite, comme une personne dépendante qui engage un sevrage. On se cache un peu, on évite les tentations, le risque de reprendre, on se tient à carreau, on fait pause. Là, il a fallu apprendre à résister à la pente noire, à l'envie de persévérer dans la maigreur, dans le refus de soi. Retrouver l'idée de la coquetterie, le sens et l'essence du lien amoureux, de la sensualité, quand les os sont à fleur de peau. Et aussi miraculeux que ça puisse paraître, la poupée de cire a retrouvé des couleurs, de l'estime de soi. Un goût pour le monde. Il a fallu quelques années de compensation, comme on dit. Autorégulation, pour être comme les autres, parmi les autres. Ou presque. Mais c'est une autre histoire. Swazik, je me tourne vers vous. Quelles sont ou ont été les principales répercussions de ce trouble au sein de votre famille ? Donc moi, je suis effectivement la maman d'une adolescente qui est atteinte d'anorexie mentale, qui a commencé les troubles à 14 ans et qui a maintenant 15 ans. Et la maladie, elle est rentrée petit à petit en fait dans notre famille. C'était très progressif. Au début, j'ai commencé à hésiter un petit peu à sortir, à laisser ma fille seule le soir, éventuellement, surtout que je travaillais parfois le soir. Ça m'inquiétait un petit peu de la laisser et de manger seule. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que je sortais moins, qu'on partait moins en week-end, parce qu'il y avait toujours peur qu'il y ait un changement dans les rythmes, qu'elle se mette à moins manger, à moins inviter les amis aussi à la maison parce que le regard des autres ou parce que ma fille se sentait pas bien quand il y avait du monde. Donc c'est comme si la maladie elle est d'abord rentrée un petit peu comme ça. Et puis avec l'amaigrissement, l'inquiétude qui commençait à monter, la volonté aussi en se disant peut-être que je vais pouvoir bloquer avant que ça devienne un peu trop grave, il a commencé à y avoir des tensions aussi. Au niveau des repas, ou le soir, est-ce que tu as mangé ce midi, est-ce que tu n'as pas mangé ce midi, quoi, comment, tu es allée à la cantine, et puis petit à petit de se rendre compte qu'elle cachait des choses, qu'elle jetait la nourriture qu'elle était censée avoir mangée. Il y a commencé un petit peu de méfiance entre nous, une baisse de la complicité qui était un petit peu difficile à vivre. Mais moi, ce qui était le plus compliqué, c'est vraiment ce fait de plus sortir, de plus oser, que la maladie prenne petit à petit toute la place dans notre vie. Et puis, après, je pense que les répercussions, ça dépend un petit peu des gens. Nous, on est dans une configuration de parents séparés, donc je pense pas que le papa ait vécu les choses de la même façon que moi. Mais moi, ça a eu un impact important aussi sur mon travail, mais aussi parce que ça faisait écho à des situations que je pouvais trouver dans mon travail et mon travail faire écho à ma vie familiale. Donc j'ai été obligée d'arrêter de travailler, de me mettre en arrêt maladie pendant un bon moment, et pour être présente pour mon enfant et pour être mieux psychiquement. Donc ça, c'est les impacts un peu dans la dynamique de notre famille. Après... ce que j'ai trouvé très, très difficile aussi, c'est l'impact psychique sur moi, puisque il y a l'inquiétude qui commence à monter. Et puis, avec l'amaigrissement de plus en plus fort et le temps que de la prise en charge par les soignants, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, etc. Ça s'est transformé en angoisse, parce que la peur de voir mon enfant mourir, en fait. Je la voyais de plus en plus maigre, de plus en plus de difficultés à bouger, à agir, et puis avec des symptômes dépressifs qui étaient très très présents, des idées suicidaires de plus en plus présentes, des tentatives de suicide. Fait que tout ça, ça faisait que au début on est inquiet, après on est un peu en colère, après on mélange inquiétude, colère, on passe de l'un à l'autre, puis petit à petit, moi c'est l'angoisse qui est venue s'installer.
Et quand on est angoissé et qu'on doit aider son enfant qui va pas bien, c'est pas facile. On sait plus quelle angoisse est la plus forte entre la nôtre, la sienne, comment elles se combattent toutes les deux ensemble. Et voilà, j'ai trouvé ça très très compliqué au quotidien. Ça s'est amélioré à partir du moment où elle a pu être hospitalisée, où au moins il n'y avait plus cette angoisse de mort potentielle face à laquelle je savais pas quoi faire, quoi. Voilà. Après, je trouvais que c'est pas. Alors, je sais pas comment ça se passe dans les familles où le couple est encore ensemble, donc nous on est séparés. Mais c'est vrai que ça a entraîné un conflit, alors pas ouvert parce qu'on n'était pas ensemble, mais entre son père et moi. Je sentais que des fois, c'était plus facile de se mettre en colère contre l'autre parent que contre son enfant qui va mal. Et de la part du père contre moi ou de moi contre son père, à essayer de trouver à qui la faute, ou s'il fait pas bien, ou je fais pas bien, ou elle fait pas bien. Et ça, c'est assez facile. Et notre fille, elle s'est engouffrée là-dedans. Ce conflit qu'elle avait à l'intérieur, j'ai l'impression qu'elle nous l'a envoyé. Je pense que parfois, moi, ma colère, c'était vraiment plus simple de l'avoir contre le père que contre elle. Parce qu'elle, j'avais envie de la protéger, du coup, mais en même temps, ma colère, je savais plus où la mettre. Alors, voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui doit arriver assez souvent dans les familles. Son frère aussi, on sentait qu'il était en colère contre nous, les parents, parce qu'il n'arrivait pas à se mettre en colère contre sa sœur. Alors, des fois, il était en colère contre sa sœur, mais des fois aussi, ça peut vite créer un peu de la colère partout, avec l'enfant qui est tout fragilisé, tout mal, qu'on essaye de protéger comme on peut. Voilà, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et ouais, jusqu'à ce qu'elle soit hospitalisée, c'était une année entre parenthèses complète. Vraiment où tout était vécu autour de cette maladie. L'hospitalisation, comment vous l'avez vécue? Donc, a priori, comme un... En tout cas, ça a permis d'alléger un peu la pression que vous ressentiez, l'angoisse. Alors après, moi, ma fille était en demande d'hospitalisation. Elle-même, ce qu'elle disait, c'est que c'était trop compliqué et elle préférait qu'on la force par une sonde plutôt que de se combattre elle-même. Enfin, c'était les mots qu'elle employait. Je ne peux pas me battre contre moi-même et je préfère qu'on me force et que le combat, ce soit les autres, ce soit contre les autres, etc. Donc, elle était vraiment volontaire. Donc, du coup, l'hospitalisation, oui, nous, on l'a vécu comme, enfin, quoi. Voilà, ça va se faire ailleurs, elle va être prise en charge et elle aussi. C'était un soulagement. Donc, du coup, ça a été pas trop mal vécu. Ça a même été très bien vécu, enfin, même si c'était dur d'aller la voir dès qu'elle soit loin. Comment vous avez pu prendre soin de votre proche dans ce contexte-là, tout en prenant soin de vous? Moi, je dirais que ce qui m'a aidée, c'est d'abord d'accepter que ça n'allait pas. Enfin, je me suis dit, bon, là, ça va pas, on va pas bien, personne va bien, il faut se poser, quoi. À partir du moment où j'ai dit stop, rien ne va, je trouve que ça m'a un peu aidée. Tant que j'essayais de continuer à faire, bon, ça va aller mieux, ou c'est pas si grave, ou il faut que j'aille bien, il faut que je sois forte, etc. Là, c'était compliqué. Et quand je me suis dit, bon, en fait, ça va pas, elle va pas, je vais pas, personne ne va, bon, allez, on y va, il faut qu'on cède. Après, moi, j'avais déjà un suivi, donc ça m'a aidée aussi. C'est que j'avais quand même un thérapeute aussi pour parler. La prise en charge hospitalière m'a beaucoup aidée aussi. Et puis, je pense de connaître par ma profession cette maladie et de me dire tout le temps, non, c'est la maladie qui envahit ma fille, c'est pas ma fille qui devient dans le conflit, qui devient, voilà. Je pense que c'est ce qui m'a le plus porté, c'est-à-dire que quand c'était compliqué, je combattais sa maladie, je la combattais pas elle. Quand je voyais qu'elle elle arrivait pas à manger, c'était pas elle qui arrivait pas à manger, il y avait la pathologie qui la bloquait ou quand elle était en colère parce que on parlait de repas ou parce que on n'avait pas exactement prévu comme elle aurait voulu, etc. Je savais que c'était pas elle, c'était vraiment la maladie en elle. Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidée. Et j'ai discuté avec d'autres parents qui n'avaient pas obligatoirement en tête et qui du coup étaient en conflit direct avec leur enfant. Moi, j'avais l'impression d'être en conflit direct avec sa maladie. Donc, je pense que ça m'a vraiment porté. Et c'est vrai que les soignants aussi reprenaient ça et accompagnaient aussi ma fille là-dedans et son père, etc. Et du coup, ça pouvait être bien parlé, bien dit et d'éviter aussi de se dire que... Parce que
Enfin, moi, ce que j'ai vécu, c'est que ma fille, elle était plus la même, quoi. Enfin, c'était plus du tout dans la même dynamique. Il y avait plus de confiance, il y avait plus de facilité dans le lien, etc. Et de bien comprendre, c'est pas mon enfant qui changeait, mais il y avait une maladie qui l'avait envahi. Et ça m'a permis aussi de lui dire plusieurs fois qu'on était ensemble dans le combat. C'est-à-dire que toutes les deux ensemble, on allait se battre contre sa maladie et pas qu'on allait se battre l'une contre l'autre. Et je trouve, enfin, moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé avec, avec toutes les équipes de soins. Là. C'est clair que sans les soignants, ça aurait été un peu compliqué, quoi. Est-ce que vous avez mobilisé d'autres ressources? Vous avez parlé du soutien d'un thérapeute pour vous. Je suis partie en vacances. J'ai fait un break de 10 jours. Ça, c'était bien aussi. J'avais ma famille, mes amis aussi, beaucoup qui étaient là. Après, c'est pas la première fois que la maladie, cette pathologie arrive dans ma famille. Donc, j'ai pu discuter avec une autre personne qui avait pu avoir le même souci à l'adolescence. Et puis, je crois que c'était ça principalement. La bienveillance des proches, en fait, des amis. C'était très aidant. Quels seraient les principaux messages qui vous sembleraient importants de transmettre aux familles qui vivent cette expérience avec leur enfant? D'abord, je dirais d'accepter de dire que ça va pas et que c'est dur. Se faire aider, ça clairement. Tout seul, c'est compliqué. Même en famille, même si on est plusieurs dans la vie, même si on est un couple ou même si, je pense que c'est trop compliqué. Ça vient tellement attaquer la dynamique familiale que c'est difficile de tenir sans heurts. Moi, notre fille, elle n'est pas encore sortie d'affaires. Elle va mieux, mais on sait que ça va être encore long. Et accepter aussi que ça va être long. Et puis, essayer de comprendre en fait ce qui se passe pour éviter d'être que dans l'émotion de ce qu'on reçoit. Essayer de comprendre. Après, il y a eu plusieurs fois aussi où moi j'ai mis des limites. Où j'ai dit mes limites. Où j'ai pu dire à mon enfant, là en fait, j'entends, c'est ta maladie, c'est tout ça, mais en fait moi je peux plus. Là ça va pas. Là moi j'y arrive plus. Et je passe le relais ou voilà. Là des fois où j'allais la voir à l'hôpital, en fait là je vais arrêter en fait. Je vais pas arrêter de te voir, mais là je vais partir un peu plus tôt parce que j'y arrive pas. Je sais pas si c'est aidant. En tout cas, moi, ça m'aidait. Et je ne sais pas si ça a aidé mon enfant. De toute façon, je n'avais pas le choix, quoi. Donc, et je n'ai pas eu l'impression d'être non plus trop malveillante en le faisant. Ouais, donc, je dirais ça, accepter de dire que ça ne va pas, se faire accompagner et comprendre ce qui se passe. Voilà. Petit chaton, quand tu es tombé malade. Au début, je n'ai pas eu l'impression d'une maladie. Tu n'as jamais vraiment dit ce qui était à l'origine de cette volonté. C'est ta grand-mère qui s'est inquiétée la première. Elle trouvait que tu maigrissais trop et trop vite. Au début, je ne me suis pas inquiétée outre mesure. Tu n'avais pas changé ton mode de vie. Certes, tu faisais un régime plus que strict et tu ne mangeais pas avec nous. Mais tu étais ado, ton frère non plus ne mangeait pas avec nous, il préférait regarder sa télé assis par terre dans la salle à manger. Les ados ont parfois de drôles d'idées et des comportements qui nous dépassent. Et puis moi aussi, j'avais été anorexique au même âge, pour des raisons qui tenaient au fait que je ne voulais pas grandir, pas devenir une femme avec des formes, des seins. Tout cela me répugnait, moi qui me voyais encore enfant à 15 ans. C'est pourquoi au début, je ne me suis pas affolée. Je mettais aussi ça un peu sur le compte de tes fréquentations. Tu faisais souvent des jeux de rôle. Je ne savais pas exactement en quoi ça consistait, mais là encore, je ne m'inquiétais pas outre mesure. Tu situes le début de ta folie à 15 ans et demi, soit début 1995, peu de temps après notre arrivée ici, alors que tu étais en classe de seconde. Pour ma part, à l'époque, je n'en étais pas consciente. Il me semblait que tout allait bien, que notre installation dans cette ville s'était passée sans encombre pour tout le monde, que vous ne vous étiez pas sentis trop déracinés, toi et tes frères et sœurs. En plus, j'étais disponible. J'avais enfin du temps à vous consacrer à tous. Or, tu ne t'es pas confié à moi. Tu ne m'as pas fait part de ton projet d'extinction, comme tu dis. Sorte de suicide lent et progressif, si je comprends bien. Je ne pense pas que tu en aies parlé ni à ton père, ni à tes sœurs, ni à ton frère. Et surtout, encore, aujourd'hui, je n'en comprends pas la cause, la chiquenaude initiale.
Personnellement, je n'avais pas perçu que la mort était ton but. Je la voyais plutôt comme un risque, une embuscade dont je me sentirais responsable si elle survenait. Car j'étais complice. C'est bien moi qui t'achetais ta salade, tes pommes, les seules choses que tu acceptais de manger. Je ne voulais pas te contredire, risquer de perdre le contact, alors qu'apparemment tu n'attendais que cela de nous. Je me suis confiée au médecin, à notre médecin de famille en particulier. Ensemble, toi et moi, nous avons vu un psychiatre qui voulait t'enfermer dans une clinique spécialisée, qui voulait aussi que je sois la cause de ton mal de vivre. Je ne voulais rien de tout cela pour toi. Je savais bien que tu ne l'accepterais pas, que ce n'était pas ce qu'il te fallait. Tu avais besoin d'un sursaut pour arrêter ce jeu morbide qui te faisait plus légère qu'un fétu de paille. Je me souviens d'un jour au retour des courses. Tu avais essayé de soulever un sac. Tu avais failli t'étaler sur le trottoir devant la porte. Tu ne pouvais simplement plus. Par-dessus tout, je craignais pour toi la maladie, que tu t'abîmes à l'intérieur de manière irrémédiable, et je m'en voulais d'en être cause, de ne pas trouver ce qui te ramènerait à la vie. Nous avions vu ensemble un pneumologue et il m'avait fait très peur. Il disait que tes poumons étaient atteints. Il avait dit que tu étais la personne la plus maigre qu'il ait jamais vue. Je pensais à ton système digestif, qui devait être passablement esquinté lui aussi, à force de privation et d'un régime fortement carencé. Il y a eu enfin ce moment où j'ai senti que tu pouvais être sorti d'affaire, que tu reprenais goût à l'existence, où il y a eu un déclic. Tu devais être en terminale, en fin de terminale. Je ne sais plus au juste comment cela s'est fait, mais il m'a semblé que tu te remettais à manger un peu, un tout petit peu. Tu dis dans ton texte qu'un jour, en rentrant à la maison, torturé par la faim, tu as dévoré un carton d'emballage. Moi, j'avais l'impression que quand tu as commencé la fac, tu allais déjà un peu mieux. En tout cas, tu nous as fait très peur à ton papa et à moi en particulier. Mais tes grands-parents étaient très inquiets aussi. Oui, ton père en avait parlé à ses collègues, c'est dire. J'ai peu de photos de toi à cette époque. Tu ne te laissais pas facilement photographier. Mais quand je regarde cette brindille que tu étais devenue, j'ai vraiment mal pour toi. Que te manquait-il donc? Qu'avions-nous donc raté avec toi? Je me souviens de ton goût pour le grunge, la musique, les fringues d'occasion, le fait que ton frère et toi, vous ne vouliez pas marcher sur le même trottoir que nous, tes parents. Bah, tout cela, cette forme de révolte est assez classique. Je me souviens de ta petite chambre là-haut, loin des nôtres, de ton chat si sauvage, de tes copains jusqu'à pas d'heure. Tout cela encore, je le regardais avec indulgence. Cela me paraissait le propre d'une ado normalement constituée, aimée, entourée. Que s'est-il donc passé? Le sais-tu maintenant? Voulais-tu nous faire payer quelque chose? Toi, la petite fille câline, douce, joyeuse, si facile à vivre, qu'elle m'a donné envie d'avoir d'autres enfants après ton frère et toi. T'es-tu sentie oubliée? L'anorexie n'est pas toujours immédiate. Pour ma part, elle était la conséquence d'un régime drastique. Quand on voit que ça marche et qu'on n'a surtout pas envie de revenir à l'état antérieur. Il y a une sorte de jouissance à constater qu'on peut agir sur son corps, le façonner en quelque sorte, du moins au début. On se prend au jeu, on veut montrer qu'on peut y arriver, et on y arrive. Cela devient l'aventure d'une vie, on ne pense plus qu'à ça, plus rien d'autre n'a d'importance que l'aiguille de la balance. Un jour quand même, on finit par découvrir que cette légèreté qu'on désirait ardemment devient un obstacle à la vie même. Bonjour Eva, vous rencontrez régulièrement des personnes anorexiques dans le cadre de votre activité de psychologue. Lorsque vous rencontrez pour la première fois une personne qui vient à vous pour cette problématique, est-ce qu'en général les proches sont à ses côtés ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait d'ailleurs de façon non systématique ou peut-être un peu plus tard dans le parcours? Je trouve que ça dépend vraiment. C'est-à-dire qu'en libéral, je vais rencontrer souvent des personnes mineures qui vont venir d'elles-mêmes et pas forcément accompagnées comme je peux avoir des personnes un peu plus jeunes, un peu plus âgées, pardon, et qui vont être entourées parfois de la famille. J'ai déjà eu une fois où il y avait la tante, la cousine et la maman, et qui souvent arrivent avec une inquiétude assez forte. Et donc là, ça va être qui est-ce que je prends en charge? Est-ce que je prends en charge l'enfant qui est malade? Est-ce que je prends en charge par exemple la maman? Est-ce que je prends en charge la famille? C'est-à-dire qu'il va être important de le définir au tout départ. Ok, qui consulte? Sachant que moi, je ne suis pas thérapeute familiale,
Je renvoie vers des thérapeutes familiales quand c'est une demande de la part de la famille de faire un travail thérapeutique en groupe. Et après, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de prendre à part et ensemble quand il y a besoin. Souvent, la demande, elle vient pour l'enfant, mais il y a souvent une demande sous-jacente ou un peu inconsciente de la part des proches on ne sait plus quoi faire. On le sait, la maladie, elle est désarmante. Swazik l'a très bien expliqué, hein. Je retrouve beaucoup dans son témoignage de témoignages de proches au téléphone ou au cabinet qui me parlent on ne sait plus quoi faire en fait. Et il y a quelque chose de très fort qui se passe aussi souvent avec les parents, c'est-à-dire que un parent, je me rappelle d'une phrase très marquante qu'une maman m'avait dit une fois. Elle m'avait dit mais en fait mon enfant, je l'ai nourri. Et là, il est dénutri. C'est comme si ça allait à l'encontre de mon essence même de mère. Et du coup, ça vient remettre en question même ce côté presque identitaire du rôle de parent. Et donc là, ça va être remettre la place. C'est-à-dire que c'est rallié à des groupes thérapeutiques de parents, notamment dans des cliniques privées, notamment sur des centres hospitaliers bien connus. Sur Lyon, qui ont des groupes de parents, de groupes de proches qui sont extrêmement forts et que je recommande. Si c'est possible et si les moyens sont présents, je recommande évidemment, comme Swazik a pu le dire, d'avoir une thérapie individuelle parce qu'il est intéressant d'avoir sa place, parce qu'il est intéressant d'avoir son espace. On le sait dans la maladie, les limites, elles deviennent poreuses. C'est-à-dire que les places de chacune vont un peu se transformer. Parfois, la maladie, on le sait, hein, parfois certains patients vont commencer à contrôler ce que toute la famille va manger parce que ça lui convient à elle. Et donc, il y a des places qui sont un peu mélangées, les places deviennent un peu malheureusement poreuses. La maman ou le papa, en tout cas le parent, peut devenir un peu l'aidant et plus le parent. Et donc l'idée, ça va être de replacer chacun à sa juste place, sans que ce soit rigide non plus et que le cadre soit assez souple, mais qu'il y a un cadre qui revient. Et donc c'est redonner l'espace aux parents, redonner l'espace à la fratrie aussi, qui est souvent oubliée. Et d'ailleurs, elle l'a dit, Swazik, elle a parlé de ce petit frère, qui des fois n'avait pas toujours sa place et qui des fois avait une colère peut-être contre la maladie. Et en fait, on ne sait plus où la mettre, on ne sait plus où la placer. Et alors, il est plus sain de le mettre dans un espace thérapeutique où on peut un peu décharger, même s'il est évidemment normal et légitime que des fois, ça se transpose un peu sur son enfant ou que l'enfant transpose sa colère sur ses parents, sur ses frères et sœurs, etc. Mais l'idée, c'est qu'il y a un espace dédié pour chacun. Et c'est ça, moi, vraiment, que je recommanderais. Il y a un truc aussi, c'est que en fait, vous n'êtes pas seul. C'est un peu ce que j'aimerais dire, d'ailleurs. Encore une fois, hein, Swazik l'a très bien dit, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'associations qui existent. Malheureusement, c'est une maladie, c'est un trouble qui est de plus en plus répandu. Et donc, les ressources familiales et sur les proches, comme là, par exemple, les podcasts, se mettent de plus en plus en place. Donc, il y a des ressources, mais c'est vrai que souvent, ce qui est difficile, c'est le premier pas. Quand on est seul avec son enfant, je pense notamment aux parents séparés, du coup, qui parfois se sentent un peu seuls avec leur enfant, qu'est-ce que je fais ? Et c'est vrai qu'on est un peu désemparé. La première chose à faire, c'est souvent de regarder les professionnels autour de nous. Elle l'a très bien dit, je trouve, cette maman, c'est trop lourd à porter, on ne peut pas toujours être aidant. Des fois, on est aussi femme, on est aussi homme, on est aussi un humain et on a besoin de vacances. Et donc, c'est bien aussi de bien s'entourer de professionnels. Donc, de bien s'entourer socialement si on le peut, mais de professionnels aussi parce qu'on ne peut pas tout porter. Et c'est normal, comme elle l'a dit, en fait, des fois, on arrive aussi à certaines limites où on ne peut plus être soignant. Et donc, ça va être aussi de faire confiance, même si c'est pas toujours évident. Et il faut pas aussi hésiter à changer aussi de thérapeute, de professionnel, si on sent que l'alliance n'est pas là, ça, il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. On a le choix, on est libre. Mais par contre, entourez-vous de professionnels parce que on ne peut pas porter ça tout seul, c'est impossible. Même nous, les professionnels, même moi en tant que psychologue, en libéral, je ne suis pas seule. Je sais que je suis entourée par des psychiatres, je sais que je suis entourée par d'autres institutions s'il y a besoin de faire le lien, par de la supervision, par
les nutritionnistes et diététiciens avec qui je suis souvent en lien avec d'autres collègues dans cette spécialité-là. Donc entourez-vous, ça aussi c'est quelque chose qui, selon moi, est primordial. Merci infiniment à Eva et Swazik pour leurs témoignages et retours d'expérience. Et un immense merci également à Enzo Moscatelli et Florian Todorov pour l'édition et l'enregistrement de ce podcast Graines de Réhab. À bientôt. Graines de Réhab est un podcast porté par le Centre Ressources de Réhabilitation Psychosociale, rattaché au Centre Hospitalier du Vinatier. Merci à tous nos partenaires, la Fondation Aesio, la Fondation de France et la Fondation IF.